Alors, le troisième dossier, un petit dossier de pédiatrie avec Dominique, 8 ans, qui est amenée par les pompiers aux urgences parce qu'elle ne peut subitement ni parler ni bouger les mi-corps droits. Cette petite fille droitière est née au Congo et arrivée en France avec sa famille à l'âge de 4 ans. Elle n'a pas de carnet santé, mais la maman décrit des épisodes de faiblesse de l'hémicorps, un épisode de faiblesse de l'hémicorps transitoire au cours de l'année précédente. Elle décrit aussi que sa fille a depuis toute petite des crises douloureuses un peu partout qui peuvent durer quelques jours. À l'examen, elle est apyrétique avec une pression artérielle à 134/70 mm de mercure, un pouls à 140 par minute, une pâleur cutanée ou muqueuse, un subictère, une splénomégalie. L'auscultation cardiopulmonaire est normale. Vous retrouvez une hémiplégie droite à prédominance brachiofaciale, flasque, une hémi-hypoesthésie droite. L'enfant est mutique, elle répond aux ordres simples, mais ne comprend pas les ordres complexes. Les pupilles sont symétriques et réactives, elle tousse à la déglutition des liquides. À la biologie, vous retrouvez une hémoglobine à 6 grammes par décilitre, des globules blancs à 10 000 par millimètre cube, des plaquettes à 350 000 par millimètre cube, le VGM est à 92, les réticulocytes sont à 515 000 par millimètre cube. Le scanner cérébral que vous réalisez en urgence est normal. Question 1. Quels sont le diagnostic lésionnel et l'étiologie la plus probable de cette lésion? Pourquoi? Quels autres examens biologiques demandez-vous? Question 3. Votre diagnostic est confirmé, l'enfant est hospitalisé. À J3, vous êtes appelé pendant la garde car elle fait une crise convulsive généralisée. Quelle est votre attitude initiale? Question 4. 3 semaines plus tard, après stabilisation de son état, Dominique est transférée dans un service de médecine physique et de réadaptation. Elle garde une hémiplégie importante à droite, sans commande au membre supérieur. Depuis quelques jours, elle peut dire papa, maman, ainsi que quelques mots dans sa langue natale. Décrivez les différents intervenants et leurs objectifs dans le programme de rééducation. Question 5. Quelques jours après son arrivée, elle se plaint d'une douleur abdominale très violente, apparue brutalement, associée à des nausées et des vomissements. Elle a une fièvre à 38,2. Quel est le premier diagnostic à évoquer dans ce contexte? Et quels autres diagnostics devez-vous évoquer? Après 3 mois, l'enfant a repris la marche avec une canne tripode du côté gauche, une attelle cruropédieuse à droite. Mais vous constatez que le membre supérieur ne présente toujours aucune commande volontaire et présente une spasticité en triple flexion, pronation, douloureuse et gênante pour l'habillage. Quelles sont les ressources thérapeutiques à viser de confort sur ce membre? Question 7. Après plusieurs mois de rééducation, Dominique a beaucoup progressé, mais nécessite toujours une rééducation intensive ainsi qu'une scolarité adaptée. Au sein de quelles structures celles-ci peuvent-elles s'organiser? Et quel organisme gère cette orientation? Question 8. Vous la suivez régulièrement en externe. Vers 12 ans, elle développe une scoliose secondaire. Sur quels paramètres cliniques et radiologiques allez-vous la surveiller? C'était la dernière question. Question numéro 1. Donc, c'était un accident vasculaire ischémique, cérébral, constitué superficiel gauche, sur probablement une thrombose de l'artère cérébrale moyenne ou de l'artère sylvienne. Pourquoi? Parce qu'il y a une hémiplégie droite qui est non proportionnelle puisqu'elle a prédominance brachiofaciale, ce qui nous donne envie de dire que c'est superficiel, et des troubles neuropsychologiques, ce qui nous donne aussi envie de penser que c'est superficiel, donc une aphasie chez une patiente droitière, ce qui nous donne un syndrome de l'hémisphère majeur. Le tout d'apparition brutale, sachant qu'il n'y a pas de contexte infectieux, le scanner cérébral est normal. Le premier diagnostic à évoquer, c'est un accident vasculaire ischémique. Étiologie, drépanocytose homozygote. Pourquoi? 1. Argument de fréquence, c'est la première cause d'accident vasculaire chez un enfant. 2. On a un terrain avec une ethnie à risque, puisqu'elle est originaire du Congo. 3. Dans l'anamnèse, on retrouve déjà des accidents ischémiques transitoires antérieurs, puisqu'elle disait qu'il y avait déjà eu une faiblesse transitoire de l'hémicorps. Et puis surtout des douleurs évocatrices de crise vaso-occlusive. Ensuite, à l'examen clinique déjà, vous avez un syndrome anémique avec une pâleur cutanée-muqueuse et une tachycardie sinusale, et un syndrome hémolytique avec un subictère et une splénomégalie. À la biologie, vous retrouvez une anémie normocytaire régénérative. Tout ça est en faveur donc de la drépanocytose homozygote. Question numéro 2.
Qu'est-ce que vous faites comme examen complémentaire biologique? Déjà, on va poursuivre le bilan de l'anémie, avec la première chose à faire, évidemment, c'est l'électrophorèse de l'hémoglobine, et puis le bilan habituel, frottis sanguin, aptoglobine, LDH, bilirubine, bilan martial et dosage de vitamine B12 et folate. Ça c'est dans les, ça va être à la fois pré-thérapeutique de savoir le bilan martial et le dosage de vitamine B12 et de folate devant une hémolyse chronique due à la drépanocytose. Ensuite, le bilan pré-thérapeutique, donc avec ionogramme sanguin, urécréate et surtout les tests hépatiques qui vont être intéressants pour les médicaments qu'on va mettre en place et pour les transfusions. Bilan pré-transfusionnel, donc dosage quantitatif de l'hémoglobine S à faire avant les transfusions, et le groupe sanguin, ABO, phénotypage érythrocytaire et Rhésus, donc deux déterminations par deux intervenants différents, les recherches d'agglutinine irrégulières, et puis toutes les sérologies, donc la sérologie hépatite B, avec antigène HBS, anticorps anti-HBS et anticorps anti-HBC, la sérologie de l'hépatite C et la sérologie VIH 1 et 2, donc ça c'est dans le bilan pré-transfusionnel. Question numéro 3. Elle fait une crise convulsive, qu'est-ce que vous faites? Déjà, c'est une urgence. Mise en condition, donc on assure la liberté des voies aériennes supérieures, on met en position latérale de sécurité et on met de l'oxygène si jamais il y a besoin. On installe un scope avec le pouls, la pression artérielle, la saturation, la température, la glycémie et on fait une glycémie capillaire systématiquement devant toute crise convulsive. Il faut jamais oublier de noter l'heure de début et d'observer l'évolution de la crise pour pouvoir la relater ensuite. Et le traitement médicamenteux des crises convulsives chez l'enfant, ça va être donc Valium intrarectal à 0,5 mg kg, qu'on renouvelle une fois après 5 minutes si nécessaire. Après sédation de la crise, qu'il va falloir faire très rapidement, c'est l'examen neurologique pour regarder s'il y a des nouveaux déficits, la prescription d'un bilan biologique et d'imagerie pour l'étiologie, pour savoir s'il y a une étiologie de cette crise, et puis l'instauration d'un traitement antiépileptique de fond et la surveillance. Ne jamais oublier ici de prévenir le responsable parental pour tout ce qui arrive à un enfant, puisque là il est hospitalisé. Ensuite, question 4. Quels sont les intervenants du programme de rééducation? Donc, il y a d'abord qu'il ne faut pas oublier toute l'équipe soignante avec les infirmières, les puéricultrices, les auxiliaires de puériculture, qui elles vont coordonner un petit peu tous les soins, vont prendre en charge les soins médicaux, mais surtout vont apprendre l'autonomie dans la vie quotidienne avec l'habillage, la toilette, etc. Les éducateurs qui font le suivi éducatif. Donc ça c'est typique en pédiatrie. Ici je vais vous entourer les choses qui changent chez les enfants par rapport aux adultes. Le reste est semblable chez les enfants et chez les adultes. Donc là on a ça en plus chez les enfants. Le kinésithérapeute, donc qu'est-ce qu'il a comme rôle? Comme on l'a vu tout à l'heure, il entretient les amplitudes articulaires, il lutte contre la spasticité, il fait une réadaptation cardiovasculaire à l'orthostatisme et à l'effort. À l'orthostatisme puisqu'elle a été plusieurs semaines alitée, et donc elle va faire des hypotensions orthostatiques majeures quand on va la remettre en orthostatisme. Donc ça se fait progressivement sur une table de verticalisation qui se verticalise progressivement. Et la réadaptation cardiovasculaire à l'effort va se faire dans un second temps. Ensuite, rééducation neuromotrice, qui sont pas tout à fait les mêmes techniques que le renforcement moteur. C'est pour ça que j'ai pas mis ici renforcement moteur, puisqu'ici les muscles ne sont pas eux-mêmes atteints. Il n'y a pas de muscle à renforcer finalement, parce que le muscle est suffisamment fort. Ça se voit très bien par la spasticité qu'ont les patients. Le muscle est tout à fait fort. Par contre, le problème vient de la commande. Donc la rééducation c'est neuromotrice, c'est pas les mêmes techniques. Mais enfin, on va pas détailler les techniques de la rééducation neuromotrice, c'est assez compliqué. Ensuite, rééducation de la paralysie faciale qu'il faut pas oublier, c'est le kinésithérapeute qui s'en occupe entre autres. Et ensuite, donc ça, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, ça c'est ce qu'on appelle du travail analytique, c'est-à-dire qu'on rééduque déficit par déficit, le cœur, les poumons, le nerf, le muscle, les articulations. Donc ça c'est de l'analytique. Les kinés font beaucoup d'analytique, mais ils font aussi beaucoup de fonctionnel, c'est-à-dire
Donc ça, c'est surtout, on travaille donc sur les, en analytique, on travaille surtout sur les déficiences articulaires, machin. Et ensuite, on va travailler sur les incapacités. Donc, on va faire du travail fonctionnel. Le travail fonctionnel, ça va être surtout donc réapprentissage de la marche. Donc, c'est la fonction. Apprentissage de l'utilisation d'un fauteuil roulant avant d'avoir la marche. Et puis, avant encore de pouvoir marcher, il va falloir apprendre les transferts. Le transfert du fauteuil au lit, du lit au fauteuil, du fauteuil au fauteuil douche. Le transfert assis-debout, debout-assis. Et puis pour pouvoir faire tout ça, avant ça, il fallait aussi travailler, bien sûr, l'équilibre assis et debout. Ça, on aurait pu le mettre aussi dans le travail analytique, c'est un peu à la limite entre les deux. Ensuite, l'orthophoniste, qu'est-ce qui fait l'orthophoniste? 1, la déglutition, 2, l'aphasie, et puis mise en place de codes de communication si jamais elle n'arrive pas à être l'enfant n'arrive pas à être démutisé. L'ergothérapeute, on l'a vu tout à l'heure, ils font donc apprentissage des activités de vie quotidienne, ça c'est en coopération avec l'équipe. Des rééducations toujours centrées sur des activités, donc ça c'est la fameuse rééducation tâche orientée, donc là ça va être chez l'enfant rééducation surtout centrée sur des activités ludiques. L'ergothérapeute va travailler, comme on a dit, elle travaille le membre sup. Ici, le membre sup, ça va être travailler le membre sup déficitaire, mais travailler surtout la relatéralisation, puisqu'elle est droitière, elle a une atteinte à droite. Donc, travail de relatéralisation. Et puis, comme on a dit tout à l'heure, confection d'orthèses soit d'aide technique, adaptation de l'environnement. Visite à domicile. Ici, alors ça change aussi entre l'enfant et l'adulte. On peut avoir de la psychomotricité chez l'adulte, mais c'est quand même beaucoup moins fréquent. Le psychomotricien intervient par contre beaucoup chez l'enfant. Et les rôles du psychomotricien, c'est aussi, à la différence du kiné qui fait du travail, comme on a dit, analytique, donc sur tel ou tel muscle, telle ou telle articulation, le psychomotricien va faire du global. Donc lui, il va faire tout le corps entier. C'est toujours centré sur des activités ludiques avec des jeux, des boules, des coussins, etc. Donc ça, ils ont beaucoup de jeux différents. Et ça va servir donc à faire travailler tout le corps ensemble, à prendre conscience du corps, à prendre conscience des modifications du corps depuis l'hémiplégie. Donc ça, c'est très important. À prendre conscience de la droite, de la gauche, des différentes parties du corps, à la coordination gestuelle, donc ça aussi c'est du global, c'est-à-dire réussir à être debout tout en faisant une petite activité sur un mur, donc là il va falloir coordonner ensemble les bras, les jambes. Et puis il travaille aussi la relatéralisation, les psychomotriciens. Il travaille aussi beaucoup le rapport au temps, le rapport à l'espace, l'orientation dans le temps et dans l'espace. Ici chez elle, ça va être surtout la prise de conscience du corps qui va être importante. Alors, on n'oublie jamais, bien sûr, dans la prise en charge rééducative, l'orthoprothésiste qui fait les confections d'orthèses un peu plus élaborées, donc plutôt corsées, orthèses cruropédieuses élaborées. Et puis ceux qu'on met toujours et qu'on n'oublie pas, que j'ai pas forcément coté partout ici, donc c'est psychologue, diététicien, assistant social, médecin. Donc ça, on les met toujours dans tous les programmes de rééducation, réadaptation. Alors, question 5. Maintenant, elle a mal au ventre. Qu'est-ce que ça peut être? Chez un drépanocytaire, toute douleur abdominale, fébrile ou non, doit faire évoquer avant tout une crise vaso-occlusive. Oh là là, excusez-moi. C'est la catastrophe. Voilà. Donc, on doit évoquer avant tout une crise vaso-occlusive. Donc ça, c'est 0 si c'est non mis. Puisque c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Les autres causes fréquentes de douleurs abdominales chez l'enfant drépanocytaire, ça va être la pneumopathie à pneumocoque, qu'il faut pas oublier. Ça peut donner bien sûr une douleur abdominale projetée, les salmonelloses et les pathologies hépatobiliaires, la cholécystite, puisque c'est la principale cause, c'est quasiment la seule cholécystite chez l'enfant, la drépanocytose. Drépanocytose donne beaucoup de pathologies de calcul des voies biliaires. Ensuite, dans les causes classiques des douleurs abdominales fébriles de l'enfant, on a les causes chirurgicales, avec surtout l'appendicite, la péritonite, et les causes médicales avec l'adénolymphe mésentérique, la gastroentérite, qui va être bien sûr un diagnostic d'élimination à faire en dernier, pyélonéphrite, pancréatite et hépatite. Question suivante. Question 6. Donc, quelles sont les différentes ressources thérapeutiques devant une main hémiplégique? Donc il y a l'intensification de la kinésithérapie bien sûr, avec des postures renforcées, des mobilisations passives, donc toutes les techniques que nous connaissons déjà de gain ou de maintien des amplitudes articulaires.
Le contracté relâché, bien sûr qu'on va pas le faire ici parce qu'en fait il y a un défaut de commande, donc il va pas pouvoir faire l'enfant va pas pouvoir faire correctement le contracté relâché. Mais sinon la plupart des techniques habituelles de gain et de maintien des amplitudes articulaires sont utilisées dans cette indication. Ensuite, la confection d'orthèses. On sait que il y a 3 types d'orthèses. Hein. Il y a les orthèses de repos. Donc les orthèses de repos, c'est ce qu'on disait repos en position de fonction, c'est-à-dire une orthèse qui va être confortable et qui va permettre que pendant la nuit notamment, ou même pendant toute la journée, le membre parte pas de plus en plus dans son attitude vicieuse. Donc ça c'est l'orthèse de base, comme la telle anti-équin qu'on met aux patients en patient réa toute la journée, donc pour éviter l'équin des pieds. Donc ça c'est l'orthèse de repos. Ensuite on a l'orthèse de posture. Donc la posture, comme son nom l'indique, ça implique une posture un peu plus violente entre guillemets. Ça essaie de gagner un petit peu sur les amplitudes articulaires. Donc par exemple, une orthèse de repos serait ça par exemple, et une orthèse de posture va tirer un peu plus pour essayer de gagner un peu plus. Donc ça va être évidemment pas facile à tolérer pendant une longue période. Ça va être une heure ou 2 heures par jour, simplement, pour essayer de gagner un peu plus. Et le 3e type d'orthèse, ça va être les orthèses de fonction, dont on n'aura pas besoin ici, qui va, par exemple, un releveur qu'on peut mettre pendant la marche, donc c'est quelque chose qui aide à une fonction, à la marche. Ici, il n'y a pas de fonction, son membre supérieur n'a pas d'utilisation, donc il n'y a pas d'intérêt à faire une orthèse de fonction, mais il faut savoir que c'est les 3 types d'orthèses qui existent. Qui peuvent être réalisés. Ensuite, si c'est insuffisant, on fait un des antispastiques par voie orale, type baclofène lurézal, qu'on utilise beaucoup dans cette indication, qui sera pas forcément efficace, mais qu'il faut essayer en première indication. Et puis, ensuite, injection de toxine botulique focale dans les muscles imputables, qui se fait sous contrôle soit échographique, soit électromyographique, soit sous contrôle visuel, qui se renouvelle tous les 3 à 6 mois, 6 mois en général chez l'enfant, et qui était très efficace, mais on peut pas mettre énormément de doses, donc on peut injecter qu'un certain nombre de muscles assez restreints. Ici, le 0, c'était soit l'un, soit l'autre, si vous n'avez pas mis accord parental signé pour tous les gestes ou les gestes chirurgicaux. Donc en dernier recours, on a sinon le traitement chirurgical, dont il ne faut pas connaître les détails, mais en fait on peut jouer donc sur le nerf avec une neurotomie sélective, donc on coupe le nerf qui innerve le muscle le plus spastique, soit sur les muscles et les tendons avec des ténotomies d'allongement, des sections musculaires d'allongement, des transferts tendineux. On pourra aussi jouer sur le contingent osseux avec des arthrodèses qui se font surtout aux membres inférieurs. Question numéro 7. Comment on va organiser la scolarité de cet enfant ? Il y a plusieurs types de structures. Il y a les structures où l'enfant est interne, où il est finalement à plein temps dans la structure. Il n'est pas forcément interne en fait. Ça peut être aussi en semi-externat ou en externat, mais il est à plein temps dans la structure. Et la structure regroupe la scolarité et la rééducation. Donc ça, c'est typique de l'hospitalisation dans le service de médecine physique et de réadaptation où elle était. Donc elle peut poursuivre son hospitalisation là, où il va y avoir toute la rééducation. Et généralement, il y a une école qui est associée à la structure. Et donc ils ont la scolarisation adaptée et la rééducation. Donc l'hospitalisation, ça peut se faire en internat, en hôpital de jour, en hôpital de semaine, etc. Ensuite, pareil, dans les structures où les enfants peuvent être à plein temps, il y a tous les instituts, donc il y a différents types d'instituts, bien sûr. Il y a les instituts donc pour les patients déficients visuels, pour les patients déficients auditifs, pour les déficiences cognitives, pour les déficiences motrices. Ici, c'est surtout une déficience motrice, donc ça va être surtout un institut d'éducation motrice, à ne pas confondre avec l'IME. Je suis désolée, on les confond tout le temps, mais en fait ça n'a rien à voir. C'est aussi un institut qui regroupe scolarité adaptée et rééducation, mais ça c'est institut médico-éducatif, et ça ce sera pour les déficients cognitifs et troubles du comportement. Ce qui est pas le cas de cette patiente. Donc chez elle, ça va être, on va choisir surtout un institut d'éducation motrice. Donc là, elle sera interne et elle aura la rééducation et la scolarisation sur place. Ça fonctionne un peu comme le service d'hospitalisation MPR. Ensuite, la rééducation peut bien sûr se faire en ambulatoire,
à partir du domicile, et donc là il va falloir organiser à partir du domicile d'un côté la scolarité et de l'autre côté la rééducation, les prises en charge des soins. Donc on peut faire tout simplement, s'il n'y a pas beaucoup de prise en charge rééducative, une prescription de kinésithérapie, orthophonie, psychomotricité à faire en ville. L'ergothérapie, ça peut pas se faire en ville puisque c'est une discipline qui est uniquement hospitalière à ce jour. Donc s'il y a vraiment besoin d'ergothérapie, il va falloir trouver une autre solution. On va associer donc cette prise en charge en ville à une scolarité dont on aménagera les horaires justement pour être compatible avec la rééducation et avec la fatigue de l'enfant. Donc dans la scolarité, dans la scolarisation, il faut savoir qu'il y a deux types de scolarisation. C'est comme chez l'adulte quand il va reprendre son travail. L'adulte qui reprend le travail, c'est soit en milieu ordinaire avec reprise du travail antérieur ou reclassement professionnel en milieu ordinaire, soit en milieu protégé avec les ateliers protégés et les CAT, les centres d'aide par le travail. Chez l'enfant, c'est un peu la même chose. On a soit le milieu ordinaire, soit le milieu protégé. Il faut savoir qu'actuellement, avec la loi sur l'égalité des chances 2005 dont on discutait, ce qui est surtout mis en avant, c'est le milieu ordinaire, que chaque enfant a le droit de réintégrer son école ordinaire, entre guillemets. Donc, le milieu ordinaire, ça va être reprendre sa classe d'habitude. S'il y a besoin, on va pouvoir faire appel à une auxiliaire de vie scolaire, qui sera une personne qui va accompagner l'enfant à plus ou moins plein temps, soit à plein temps, soit une partie du temps, pour l'aider à prendre des notes, à faire ses devoirs, à se concentrer, etc. À comprendre, donc auxiliaire de vie scolaire. En milieu protégé, il y a deux types de entre guillemets milieu protégé, soit milieu protégé au sein de l'école ordinaire, donc ça va être les classes, des classes spécialisées dans les patients déficients au sein de l'école normale. Ça c'est donc il y a les CLIS, classe d'intégration scolaire, soit unité pédagogique d'intégration, donc CLIS c'est en primaire et UPI c'est en secondaire. UPI remplace les anciennes SECPA. Donc ça, vous pouvez mettre SECPA ou EPI, les deux sont bons. Maintenant, on dit UPI, unité pédagogique d'intégration. Avant, c'était SECPA. Et alors, si pour coordonner tout ça, on peut faire appel à un service d'éducation spécialisé et de soins à domicile. Soit on peut essayer de l'organiser comme ça, ce qui est pas très facile. Soit s'il y a vraiment beaucoup de rééducation et beaucoup de scolarité à faire, ces services, ils peuvent coordonner les deux. Donc les CESAD, services d'éducation spécialisé et de soins à domicile, comme leur nom l'indique. Voilà. Alors, quels organismes s'en occupent? On revient toujours à la maison départementale des personnes handicapées. C'est toujours la même, ça c'est facile à retenir. Et toujours la phrase consacrée qui est s'il existe une maison départementale des personnes handicapées, s'adresser à la maison départementale des personnes handicapées. Le dossier sera évalué par la CDAPH, qui est la même pour l'adulte, donc Commission des droits et de l'autonomie de la personne handicapée. Si jamais il n'y a pas encore de MDPH dans le département, on s'adresse à l'ancien système qui est la Commission départementale d'éducation spécialisée, la CDES, qui est l'équivalent de la Cotorep chez l'adulte. Et tout ça va disparaître, bientôt on n'aura que des MDPH. Faut savoir en fait que pour faire un dossier MDPH, pour obtenir une auxiliaire de vie scolaire, c'est assez rapide, mais pour obtenir une prise en charge en IEM ou bien un CESAD, ça prend 6 mois, voire 1 an, voire 2 ans. Hein, donc faut s'y prendre très tôt, dès que l'enfant est hospitalisé quasiment, au bout de quelques mois de bilan, il faut faire les dossiers parce qu'il y a des délais qui sont énormes. Voilà. Alors, question 8, dernière question. Comment vous allez suivre la scoliose de cet enfant? Dans la scoliose, globalement, il n'y a pas énormément de choses à retenir. Il y a la puberté, on va revenir dessus. La puberté, puisque c'est pendant la phase de croissance rapide qui correspond en fait à la phase péripubertaire que la scoliose va s'aggraver le plus. Donc au début, elle s'aggrave tout doucement, la scoliose, et puis pendant la phase de croissance rapide, elle s'aggrave comme ça, puis ensuite, une fois que la puberté est terminée, elle s'aggrave de nouveau tout doucement. Puis après, après la ménopause, elle va de nouveau s'aggraver rapidement. Donc la puberté, c'est important de savoir. Ensuite, il y a tout l'examen de l'appareil du dos lui-même, donc on va voir comment on examine le dos d'une scoliose. Il y a le retentissement neurologique, bien sûr. L'examen neurologique va nous permettre, chez une patiente pour qui on n'a pas l'étiologie de la scoliose, de rechercher une étiologie de scoliose. Neurologie. Attendez, voilà, je vais y arriver. Neurologie. Et puis les radios, mais ça, c'est les choses les plus importantes. Alors, donc, dans les paramètres cliniques, à l'interrogatoire, on va rechercher des douleurs.
On regarde le poids et la taille debout et surtout la taille assise, puisque l'évolution de la taille assise, ça va refléter l'évolution de la croissance rachidienne et non pas des membres inférieurs, et que finalement l'indice pronostique le plus important, ça va être justement cette croissance rachidienne. Donc la taille assise, c'est important de noter. Ensuite, on va examiner donc le dos de dos, où on va regarder la symétrie des épaules, la symétrie des plis de taille. Voilà, donc ça c'est les courbures quand on regarde le dos de dos. Ce qu'il ne faut toujours jamais oublier, c'est que tout ça se fait après correction de l'inégalité des membres inférieurs. Donc c'est-à-dire on mesure l'enfant et puis ensuite on regarde si le bassin est équilibré ou pas. S'il est déséquilibré, on corrige avec une petite talonnette l'inégalité des membres inférieurs. Pourquoi? Parce que une déformation rachidienne due à une inégalité de membre inférieur, c'est pas une scoliose, c'est une attitude scoliotique secondaire. Donc, pour faire la part des choses entre l'attitude scoliotique due à l'inégalité des membres inférieurs et la scoliose vraie, évidemment, il va falloir les rééquilibrer, puis comme ça, on peut examiner le dos. Donc, on corrige tout ça, et puis on fait le reste de l'examen. Donc, on a dit pour les courbures vues de dos, puis ensuite, on va regarder de profil. Donc ça va être la distance L3 fil, la distance C7 fil et la distance fil-pli interfessier. Donc comment on fait pour la distance fil-pli interfessier? On met le fil au niveau de l'occiput, on le laisse tomber, et s'il passe dans le pli interfessier, on considère que la scoliose, si scoliose il y a, est équilibrée. S'il passe pas dedans, c'est que la scoliose est déséquilibrée, avec un déséquilibre du centre de gravité, et ça c'est un facteur de mauvais pronostic. Donc ça c'est la distance fil-pli interfessier, puis ensuite, toujours en posant le fil là contre la contre la syphose dorsale. Je vais faire un dessin, ce sera plus simple. On va comme ça. Voilà, ici on a les courbures rachidiennes. Donc on a une lordose cervicale, une syphose dorsale et puis une lordose lombaire. Bon, on va dire que là c'est quelqu'un d'assez syphotique. Voilà, la syphose dorsale et la lordose lombaire. Si je mets mon fil ici, le long de la syphose dorsale, avec le poids, on va mesurer ici la distance L3 fil, L3 est par là, ici la distance L3 fil, qui va être un reflet donc de la lordose lombaire. Au fur et à mesure d'évolution, les scolioses peuvent perdre leur lordose lombaire, donc c'est important de mesurer la lordose lombaire, c'est la distance L3 fil. Et ensuite, on va mesurer, C7 se trouve ici à peu près, la distance C7 fil, et la distance C7 fil, mesurer, pareil, la lordose cervicale, ou la perte de lordose cervicale, et aussi va être un reflet de la syphose dorsale. Donc ça, c'est important de connaître les courbures dans le plan de profil. Ça va être des indices pronostiques et d'évolution. Ensuite, l'élément l'essentiel, c'est bien sûr la gibbosité. Comment se mesure la gibbosité? C'est en antéflexion, puisqu'en antéflexion, on va réduire les attitudes scoliotiques, mais on va voir ensuite, et il va rester plus que les scolioses vraies. Donc on mesure la taille de la gibbosité. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'examen neurologique, la recherche de signes pubertaires. Chez la petite fille, du coup, ça va être l'apparition des règles, le bourgeon mammaire et la pilosité pubienne. Ensuite, pour ce qui est du bilan radiologique, on fait une radiographie du rachis toujours entier, toujours en charge, de face et de profil. De face, on va mesurer l'angle de Cobb et le degré de rotation des corps vertébraux, qui est un indice pronostic de la scoliose. Et de profil, on va mesurer la syphose dorsale et la perte de lordose lombaire, qui, comme je vous le disais tout à l'heure, est aussi un critère pronostic d'évolution de la scoliose. Au fur et à mesure qu'elles perdent leur lordose lombaire, c'est un mauvais pronostic. Ensuite, la chose qu'il faut jamais oublier, bien sûr, ça va aussi avec l'évaluation clinique de la puberté, l'évaluation de l'âge osseux. L'âge osseux, on le mesure avec l'indice de Risser sur une radiographie de bassin de face, ou avec l'apparition de l'os sésamoïde du pouce sur une radiographie de main de face. Je vais juste vous faire un tout petit dessin des radiographies. Alors, pour l'angle de Cobb, donc notre scoliose, elle est là. Et puis là, ça se rétablit. Voilà, on prend la vertèbre la plus inclinée en bas, qui est en général la dernière de la courbure.
le plateau vertébral, on trace un trait, et ensuite on prend la vertèbre la plus inclinée en haut, c'est-à-dire en général aussi la première de la courbure. Donc là, je vais avoir un angle de Coble assez important. Donc on trace un trait passant par le plateau vertébral, et ici on a l'angle de Coble. Il est là. Hein, en général, on n'a pas la place de le faire sur la radio, donc on fait une perpendiculaire, une jolie petite perpendiculaire ici, une jolie petite perpendiculaire ici, là, et l'angle de Coble, on le retrouve ici. C'est le même. Donc on mesure comme ça l'angle de Coble. Ça, c'est pour l'angle de Coble. Ensuite, pour la rotation des corps vertébraux, ça se voit sur la vertèbre centrale de la scoliose. Et en fait, l'épineuse qui normalement se projette ici, si la vertèbre est rotée, on va voir l'épineuse qui va se translater sur le côté, en fait. Donc ici, par exemple, ou ici. Donc comme ça, on peut coter à quel endroit, selon l'endroit où elle est, la rotation, la degré de rotation des corps vertébraux. Pour ce qui est de la lordose, de la syphose lombaire, ça c'est normal. L'indice de Risser sur la radio de bassin. On a là les deux ailes iliaques. Ici, il va y avoir le sacrum. Et en fait, l'ossification des ailes iliaques, ça commence ici. Risser 1, puis au fur et à mesure, l'ossification grandit le long de l'aile iliaque jusqu'à être complète et ensuite fusionner complètement. Et là, on arrive à du Risser 5. Voilà, donc ça, c'est l'indice de Risser. J'ai terminé. Les notions importantes, bien sûr, pensez aux parents. C'est 0 si on prévient pas les parents de tout ce qu'on va faire, de tout ce qui est arrivé à l'enfant. Ne pas oublier donc évoquer la drépanocytose devant une cholécystite ou un AVC de l'enfant, puisque c'est les premières causes de cholécystite et d'AVC de l'enfant. Les recommandations actuelles de l'HAS, il y a une recommandation sur la drépanocytose sur le traitement de la drépanocytose qui est récente, et sur le dépistage des différentes anomalies de pédiatrie, entre autres la scoliose, donc qu'il faut connaître. Voilà, merci.